Ceux qui traversent les mondes. Livre 2, La peur. Autrice Muriel Gavila. Chapitre 2, Les hommes. Sophia ne s'était jamais sentie aussi seule et apeurée. Bien qu'à moitié humaine et protégée par son invisibilité, elle ne connaissait pas le monde des hommes et tout l'effrayait. Depuis les odeurs pestilentielles rejetées par la ville et ses voitures, jusqu'à l'écho assourdissant des milliers d'humains qui s'affairaient en tous sens. Mais le pire pour elle restait les couleurs qui émanaient de la dimension et des êtres qui l'habitaient. Du bleu, du rouge et de l'orange, c'était la tristesse, la colère et la peur qui dominaient ce monde. Sophia apercevait parfois le jaune, couleur de la joie, chez les femmes qui sortaient des boutiques de vêtements ou chez les enfants dans les écoles. Mais son apparition était éphémère. Il en était de même pour le rose, couleur de l'amour, que l'élu voyait en petites flammes et en flash chez les humains qui utilisaient leur téléphone portable. Dans les deux cas, les couleurs étaient bien ternes, comme délavées. Rien à voir avec l'arc-en-ciel de couleurs et d'émotions éclatants du monde des Scilly. La jeune élue dormait très peu. À chaque fois qu'elle se sentait plongée dans les bras de Morphée, son cœur s'accélérait et sa respiration se bloquait. C'était comme une alarme qui se déclenchait dans son corps et qui l'obligeait à se réveiller en sursaut pour faire rentrer le maximum d'air dans ses poumons. Pour elle, l'endormissement s'apparentait de plus en plus à une petite mort, et elle avait peur de se laisser aller. Peur d'arrêter de respirer et de disparaître. Pourtant, pensait-elle, elle avait déjà disparu pour tous. Pour les Scilly, dont elle croyait qu'aucune ne devait souhaiter son retour, et pour les humains parmi lesquels elle était cachée et qui ne savaient même pas qu'elle existait. Sophia pleurait souvent. Elle pleurait la perte de sa meilleure amie, persuadée que Raja avait succombé, vidée de son énergie vitale par la prophétesse. Elle pleurait aussi la blessure faite à Liam et priait la lumière pour qu'il ait guéri. Seule lui était restée Aniel. C'était du moins ce qu'elle avait pensé avant de retrouver son temple vide et sombre. L'absence de son chien avait fini de briser son cœur. C'était précisément à partir de là que ses crises d'angoisse avaient débuté. Sophia avait continué à visiter son temple en espérant qu'Aniel réapparaisse, mais après quelques mois, ses visites s'étaient faites moins fréquentes. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'elle n'y était pas retournée. Le temple de la sagesse avait pourtant été son refuge. À présent, elle le trouvait lugubre et froid, et elle avait fini par lui préférer la société des humains. Cela faisait plusieurs semaines humaines qu'elle vivait dans le jardin de la famille de Peter. Après s'être enfuie de la maison où elle avait retrouvé Raja et abandonné sa pierre de lune, elle avait erré sans but dans les rues de la ville. Puis elle avait décidé de refranchir les voiles juste une fois, en espérant apercevoir le monde des Scilly à travers eux. Mais elle n'avait rien vu. L'entre-deux-mondes avait lui aussi été plongé dans le noir. Elle avait alors eu très peur, et elle s'était raccrochée à la première lueur qu'elle avait aperçue. Cette lueur avait été celle de Peter, un jeune garçon baigné d'orange qui avait bien entendu attiré Sophia. Sophia s'était cachée dans un petit abri du jardin de Peter. Elle pouvait y apparaître sans risque, notamment pour manger la nourriture qu'elle chipait dans la cuisine. Elle vivait dans la même maison que lui, mais elle n'avait pas voulu approcher le jeune garçon. Évidemment, l'élu avait compris qu'il était l'un des jeunes garçons qu'elle devait aider, mais elle ne s'en sentait pas le courage. Pire, elle ne se sentait pas légitime. Elle n'avait développé aucun des pouvoirs liés à la peur, à part son bouclier d'invisibilité. De plus, gérer ses propres crises d'angoisse lui prenait déjà toute son énergie. Toutefois, quelque chose l'empêchait de partir. Même si elle explorait les alentours, elle revenait toujours dans la maison du garçon. Ce matin-là, pour la première fois, Sophia se sentit à peu près reposée. Elle avait réussi à dormir quelques heures sans avoir peur de suffoquer et de mourir. Elle avait décidé de se dégourdir un peu les jambes et de suivre Peter sur le chemin de son école. La jeune Scilly avait bien observé les humains et était certaine qu'elle ne risquait rien si elle se montrait. Le garçon avait près de 16 ans et il allait au lycée situé à quelques rues de chez lui. Peter n'avait rien de commun avec Chloé, sa toute première protégée. Il était grand, fort et plutôt populaire, à en croire le nombre d'amis qui le saluaient et l'entouraient à l'entrée du lycée. Sophia voyait bien que l'aura du jeune garçon était d'un orange sombre, mais cette peur intense ne transparaissait pas dans ses paroles ou ses mouvements. De l'autre côté de la rue, elle l'observait jouer avec un ballon de football, l'air tranquille, avec plusieurs de ses copains, quand 3 filles s'approchèrent d'eux.
La Silly de la sagesse retint alors son souffle. Elles avaient les cheveux méchés. Rose pour l'une, bleu pour l'autre, rouge pour la dernière. Sophia reconstitua immédiatement son champ d'invisibilité et traversa la rue pour se rapprocher du groupe de jeunes. Avec Xavier, le garçon qui avait volé les pouvoirs de Raja, et la prophétesse, c'étaient les seules fois où elle avait aperçu des humains aux cheveux colorés. Elle devait en avoir le cœur net. S'il y avait une chance pour que ces lycéennes l'amènent droit à la prophétesse, elle devait la saisir. La conversation entre les jeunes femmes, Peter et ses amis, fut courte. Elles voulaient juste du feu pour leurs cigarettes. Les 3 jeunes filles s'éloignèrent assez vite, suivies à bonne distance par Sophia. « Ce qui est certain, c'est qu'elles ne sentent pas ma présence, pensa Sophia après plusieurs minutes de filature. C'est parce qu'aucune d'elles ne possède le pouvoir de la peur qui permet de détecter le champ d'invisibilité. » Les 3 entrèrent dans une boutique de vêtements. Sophia décida de les attendre à l'extérieur. Son œil fut attiré par une émission diffusée en direct sur un des appareils de la vitrine d'à côté. Un des vendeurs s'approcha avec un café et monta le son. Il était tôt et les clients n'étaient pas encore au rendez-vous. Sophia put donc écouter la discussion qui avait lieu entre 2 hommes à la télévision. Un bandeau en bas de l'écran indiquait « Élection présidentielle », rediffusion du débat d'hier soir. Elle entendit. « Concernant l'environnement et le changement climatique, vous affirmez tous les deux que votre programme est ambitieux, mais vous êtes radicalement opposés sur les mesures à prendre. » Un des 2 hommes prit alors immédiatement la parole pour répondre à la journaliste qui animait le débat. « L'écologie à laquelle je crois est une écologie de l'emploi, de l'innovation et de la croissance. Je crois dans les capacités de nos entreprises à innover et à se transformer. Et elles ont commencé à le faire. Il faut les encourager et accélérer ces transitions. Déjà, nous avons fait d'énormes progrès et découvertes. C'est pourquoi mon programme comprend une exonération totale de taxes pour les investissements réalisés par les industries qui cherchent à minimiser leur impact écologique ou à inventer le monde de demain. » « Vous tenez un discours qui appartient au passé, » intervint alors son adversaire plus jeune. « Le capitalisme n'est pas compatible avec la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Les solutions que vous présentez dans votre programme sont les mêmes que celles mises en œuvre par vos prédécesseurs, et la situation de la planète ne s'est en rien améliorée, bien au contraire. Notre pays compte de plus en plus de zones affectées par la sécheresse. Le bois de nos forêts et nos forêts elles-mêmes sont vendus à des puissances étrangères. Nos cours d'eau sont pollués ou réquisitionnés par les industries au détriment des habitants et des agriculteurs. Le nombre de pics de pollution de l'air et les maladies associées sont en plein boom, et nos citoyens sont malades ou meurent de la destruction de notre environnement. Ce ne sont pas vos nouveaux cadeaux fiscaux aux grandes entreprises qui vont nous sortir du gouffre mortifère dans lequel le capitalisme, qui vous est cher, nous a plongés. C'est parce que ces solutions demandent du temps pour porter leurs effets et qu'il ne s'agit pas de jouer tel un sorcier avec notre économie et notre démocratie. Ce que vous proposez, vous, c'est de retourner à l'âge de pierre, supprimer les voitures dans les grandes villes, réduire le transport aérien, interdire le plastique. Mais cela, cher monsieur Witt, ce sont des millions d'emplois supprimés, des millions de nos compatriotes que vous mettez au chômage et qui vont voir leur liberté restreinte. Il faut réconcilier la croissance et l'écologie, l'emploi et l'écologie, mais en aucun cas instaurer une dictature verte. Il faut poursuivre les efforts et encourager les innovations. Faire confiance aux leaders de notre économie. Mon programme ne propose en rien d'instaurer une dictature verte, seulement de remettre le vivant au premier plan, avant l'argent, de rendre du pouvoir aux citoyens en encourageant et soutenant les initiatives locales, avec des plans et des référendums par ville et région. En effet, il sera aussi nécessaire de prendre des mesures importantes, même vitales au niveau national, pour protéger notre environnement, notre nourriture, notre santé, nos droits et l'avenir de nos enfants. Ce sont des belles paroles et de belles idées, mais elles sont complètement déconnectées du réel. Vous allez plonger le pays dans le chaos avec des règles différentes d'une ville à l'autre. En plus de la décroissance, cher monsieur, vous voulez mettre en place l'anarchie. Sophia observait l'aura du vendeur de la boutique. Il oscillait entre un beau vert d'espoir et de courage et l'orange et le bleu pour exprimer sa peur, sa tristesse ou sa résignation. La jeune Silly comprit pourquoi les Silly de la terre appelaient les hommes les funambules, des êtres balançant entre l'ombre et la lumière, la peur et l'espoir. Leur monde mourait,
Elle en était persuadée après tout ce qu'elle avait vu et entendu. Pourtant, ils refusaient de changer parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient des dirigeants trop vieux pour prendre les mesures radicales qui s'imposaient, et tout simplement parce qu'ils pensaient que cela était impossible, sans même essayer. Il n'y avait plus d'équilibre. L'ombre avait gagné. Sophia ne put écouter la suite du débat, car les 3 filles sortirent de la boutique. La Célie de la sagesse commençait sérieusement à douter du fait que les suivre puisse la conduire à la prophétesse. Mais elle devait essayer. Après tout, elle n'avait rien d'autre à faire. Les cheveux colorés descendirent dans une bouche de métro. Sophia n'avait encore jamais pris le métro. Elle avait peur de s'enfoncer sous terre et de manquer d'air. Elle hésita. Puis elle prit son courage à 2 mains et s'engouffra à son tour dans la station. Les odeurs, la foule et la tristesse des passagers la submergèrent. Son angoisse monta à mesure qu'elle utilisait les escaliers et les escalators pour s'enfoncer davantage. À côté des 3 filles sur le quai, Sophia, toujours invisible, tremblait dans sa bulle et maîtrisait de moins en moins sa respiration. Quand le métro arriva avec un vacarme assourdissant, son diaphragme se bloqua d'un coup et la jeune élue suffoqua. Les portes du métro s'ouvrirent et déversèrent une quantité phénoménale d'humains qui traversèrent Sophia. Elle se sentit alors disparaître et regarda tous ces humains avec des yeux suppliants, mais aucun ne pouvait la voir ni la toucher. Soudain, le temps se figea et tous les humains s'immobilisèrent. À court d'air et complètement paniquée, Sophia leva alors son bouclier d'invisibilité et s'effondra sur le quai. Le temps reprit immédiatement son cours. Respire, calme-toi, respire doucement. Une main lui caressait doucement les cheveux. Sophia réussit à reprendre d'abord de toutes petites inspirations, puis une énorme qui débloqua son diaphragme et la soulagea. Quand elle regarda enfin l'humain qui l'avait aidée, elle fut surprise de découvrir qu'il s'agissait de l'une des 3 filles, celle aux cheveux méchés de rouge. « Je m'appelle Calypso. Tu m'as fait une belle frayeur en apparaissant d'un coup. » Puis elle lança à ses amis qui étaient déjà montés dans le métro. « Allez-y, je vous rejoins plus tard. »« Ça va mieux ?»« Oui. » « Merci, lui répondit Sophia en se relevant. Calypso la dévisagea et détailla son corps et sa tunique. « Tu es une Scilly, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle soudain. Sans attendre de réponse, elle ajouta. « Viens, on sort de là, un peu d'air te fera du bien. » Bien que méfiante, Sophia suivit Calypso hors du métro jusqu'à un petit parc. La jeune humaine l'invita alors à s'asseoir sur une balançoire à ses côtés. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Sophia, » répondit la jeune élue hésitante. Calypso arrêta net sa balançoire quand elle entendit son nom. Sophia eut alors un mouvement de panique et se releva immédiatement pour se placer à bonne distance. « Attends, que t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu peur? Je ne te veux pas de mal, » tenta de la rassurer Calypso. Mais Sophia se méfiait toujours. « Qui es-tu? Et comment sais-tu que je suis une Scilly ?»« Parce que j'en suis une, moi aussi, » mentit la jeune fille qui se balançait de nouveau. « Enfin, pour partie. »« Comment est-ce possible? » ?»« C'est comme ça. Une de mes ancêtres a franchi les voiles et a rencontré un humain. »« Mais c'est... Et je ne suis pas la seule, » la coupa Calypso. « Nous sommes quelques-uns. » Sophia écouta Calypso lui dire tout ce qu'elle savait. Il y avait très longtemps, des Scilly avaient franchi les voiles et s'étaient unis avec des humains. Calypso, comme d'autres, était une descendante. Enfin, c'était ce qu'elle avait appris d'une autre femme comme elle. Comme toi? Oui, avec des pouvoirs, quoi. On parvient à se reconnaître. De ce fait, on s'entraide. Connais-tu la prophétesse? Demanda alors immédiatement Sophia. Une prophétesse? Qu'est-ce que c'est? Répondit Calypso. Sophia fouilla dans sa mémoire. Isabelle, elle s'appelle Isabelle. Ou alors Xavier. As-tu déjà rencontré un garçon nommé Xavier? Non, pas d'Isabelle ou de Xavier qui soit à moitié Scilly. Désolée, mentit à nouveau Calypso. On n'est pas très nombreux, mais je devrais pouvoir te présenter à d'autres comme moi si tu le veux. Peut-être qu'ils connaîtront Isabelle ou Xavier. Merci, dit Sophia. Je suis désolée, je n'en sais pas beaucoup plus. Et toi, tu viens directement du monde des Scilly? Comment est-ce? Raconte-moi. Sophia ne répondit pas tout de suite, car elle était plongée dans ses réflexions. Comment se faisait-il que les élus ne connaissent pas l'existence des enfants des 2 mondes? Peut-être que la prophétesse était l'un d'eux.
Oui, cela serait logique, pensa-t-elle. Tu n'as jamais franchi les voiles et les portails demanda alors Sophia en guise de réponse. Non, et je ne connais aucune personne comme moi qui soit allée dans votre monde. Apparemment, c'est dû au fait qu'on est plus humain que Silly. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, comment est-ce, Sophia? Raconte-moi, s'il te plaît, insista Calypso. Sophia détailla les expressions de la jeune fille et observa son aura d'un bleu triste. Calypso sourit intérieurement. Elle n'avait fait presque aucun faux pas jusqu'à présent, et était sur le point de gagner la confiance de Sophia avec son aura habillée d'un beau bleu volé aux humains. Tu es triste de ne pas connaître le monde des Silly demanda alors Sophia. Ben oui, c'est une partie de mes origines que j'ignore. Sophia pensa qu'elle aussi était une enfant des deux mondes. Peut-être ressemblait-elle même plus à Calypso qu'à ses amis élus. Eh bien, c'est très différent du monde des humains. Sophia le décrivit alors à la jeune fille en détaillant de façon sommaire la nature et les modes de vie des communautés. Toujours prudente, elle préféra passer sous silence l'existence des ordres, et surtout de ceux des protecteurs et des élus. La tristesse de la Silly de la sagesse grandissait à mesure que les images de son monde et de ses amis se formaient dans son esprit, avant d'être partagées à Calypso. Et des larmes finirent par couler sur son visage. Cela a l'air merveilleux. Pourquoi es-tu partie? Sophia resta silencieuse. Tu pleures? Attends, je vais t'aider. Calypso s'approcha de Sophia et lui prit les mains. N'aie pas peur, je te promets que je ne te ferai pas de mal. C'est même tout le contraire, fais-moi confiance. Sophia se sentit alors envahie par de petites vagues de joie. Ses larmes séchèrent et un sourire se forma sur son visage. Comment fais-tu cela? S'enquit-elle émerveillée. Tu as le pouvoir de la joie? Je croyais que tu avais les dents de la colère. Enfin, avec tes mèches rouges, je pensais. Tu as vu juste, je suis liée à la colère. Mais je peux aussi transmettre un peu d'autres émotions si je le veux. Pas toi? Non, enfin, je ne crois pas. Je ne sais pas. Les questions se bousculaient toujours dans la tête de la jeune Silly, mais elle avait de nouveau le sourire. Je dois partir, dit soudain Calypso, mais si tu veux, je peux te revoir demain, et je te dirai si j'ai pu retrouver la trace de l'Isabelle ou du Xavier. Où habites-tu? Sophia ne voulut pas encore révéler à sa nouvelle amie où elle résidait. Elle avait besoin d'en savoir plus avant. Elle proposa donc de la rejoindre devant le lycée de Peter. D'accord, à demain 8h30. Mais avant, je vais te refaire un petit cadeau. Elle lui reprit les mains pour instiller davantage de joie. Sophia rentra chez Peter reconnaissante et heureuse d'avoir rencontré Calypso. Bien que ses questionnements fussent encore nombreux, elle décida de ne plus se triturer l'esprit. Elle n'en avait aucune envie et profita de son bien-être toute la soirée avant de s'endormir paisiblement. L'élu se réveilla en sursaut, haletante. La vieille couverture qu'elle utilisait comme matelas dans l'abri de jardin était baignée de sa sueur. Elle avait rêvé d'une femme qu'elle pensait être la prophétesse et de Peter. La femme l'obligeait à utiliser ses pouvoirs sur le garçon pour le blesser. Peter était beaucoup plus âgé dans son rêve. Le jour n'était pas encore levé, et peut-être à cause du silence de la nuit, de son cauchemar ou encore de son sentiment de solitude, une nouvelle crise d'angoisse la submergea. Sophia passa de longues minutes à se calmer et à réguler sa respiration. Elle devait boire. La jeune Silly reconstitua son champ d'invisibilité et se glissa dans la maison. Puis, elle se matérialisa pour accéder au frigo et au robinet, où elle remplit la gourde qu'elle avait trouvée dans les affaires de camping de la famille de Peter. Lorsqu'elle entendit du bruit dans les escaliers, elle reconstitua immédiatement son champ d'invisibilité. C'était la mère de Peter qui entrait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner et allumer la télévision. Curieuse, la jeune Sylvie resta quelques minutes. Elle trouva du réconfort à observer cette femme s'affairer dans la cuisine, comme le faisait sa grand-mère. Comme elle le fait toujours, mais sans moi, pensa-t-elle. Se sentant triste, elle détourna son regard pour le poser sur la télévision. Les sondages annoncent une élection serrée. Raymond Passé a perdu un peu de son avance. Qu'en pensez-vous, Dominique? Il semble que le débat ait bien fonctionné pour Alexandre Witt qui a gagné plusieurs points. Mais cela sera-t-il suffisant pour inverser la tendance? D'évidence, le débat a permis à Alexandre Witt de gagner plusieurs points dans les sondages, surtout auprès des jeunes électeurs. Malheureusement, et même si je ne suis pas devin, je ne pense pas que cela sera suffisant. Pourquoi? Après tout, il reste encore du temps avant les élections, demanda de nouveau la présentatrice à son éditorialiste.
Vous avez raison, mais la poussée que lui donnent les jeunes ne suffira pas à renverser la tendance naturelle conservatrice des Français. C'est votre opinion. Mais vous soulevez un point intéressant, car il semble qu'il y ait bien deux camps générationnels dans ces élections. Les jeunes soutiennent Alexandre Witt, tourné entièrement vers l'écologie et la justice sociale. Raymond Passé propose quant à lui un programme assez conservateur, qui semble avoir la préférence des plus de 35 ans. Je n'ai pas dit que le programme de Passé était conservateur, mais que les Français, eux, l'étaient. Hmm. Oui, oui, vous avez raison, répondit la présentatrice, un peu gênée d'avoir laissé transparaître sa propre opinion. Disons que par rapport aux propositions un peu révolutionnaires de Witt, Passé apparaît comme conservateur. Donc plus en phase avec les Français, conclut l'éditorialiste pour appuyer son point. D'ailleurs, depuis le débat, Passé ne se gêne pas pour dénoncer les tendances révolutionnaires de son adversaire et annoncer un chaos si les référendums locaux sont mis en œuvre. Vous affirmez qu'il joue sur la peur ? Je ne suis pas sûre que ce soit une tactique de communication politique. Je suis convaincue qu'il croit vraiment que son adversaire est un anarchiste dangereux. Ce sont vos propres mots, Dominique. Il n'a jamais employé ces termes pour décrire Witt. Peut-être, mais c'est ce qui ressort de son discours. Je ne pense pas que les jeunes voient Alexandre Witt comme un anarchiste dangereux. Le danger ne serait-il pas de continuer comme avant ? Ne sommes-nous pas déjà en plein chaos climatique et social ? Peut-être faut-il un programme plus radical et différent ? Oui, c'est ce qu'avance Witt et c'est ce qui semble fédérer les jeunes générations. Les jeunes comme vous, Mathilde. Euh, oui, d'évidence, répondit la journaliste, cette fois vraiment mal à l'aise de s'être dévoilée de la sorte. Revenons aux autres titres de l'actualité. L'Italie et la Grèce refusent toujours d'accueillir les 2 bateaux de SOS Méditerranée, chargés de réfugiés climatiques, alors que la situation de famine et de sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique constitue la crise humanitaire la plus importante jamais vécue selon l'ONU. Plus d'1 million de personnes tentent de franchir les frontières. La mère de Peter éteignit la télévision pour accueillir son fils et son mari dans la cuisine. C'est ce soir que tu vas au cinéma avec Solène ? Oui, répondit Peter. Vous rentrez immédiatement après, ok ? Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu à la maison. Is everything fine ? La mère de Peter était américaine et mélangeait toujours le français et l'anglais pour s'adresser à lui. Le garçon ne répondit rien. Sophia vit toutefois que son aura orange se teintait d'un peu de vert. Il cherche du courage, pensa-t-elle. Pourquoi ? Mais oui, tout va bien, répondit le père de Peter à sa place. Il préfère juste se voir sans les parents, hein ? Il donna un petit coup de coude complice à Peter. Le bleu remplaça alors le vert et le jeune garçon adressa un faux sourire à son père, qui ne remarqua rien. Postée sur le trottoir d'en face, Sophia fixait une nouvelle fois l'aura de Peter. Il était devant le portail du lycée. Une jeune fille s'approcha de lui et se glissa dans ses bras. Du jaune, de la joie. Cela doit être Solène, pensa-t-elle. Les autres lycéens qui entouraient Peter s'éloignèrent pour laisser un peu d'intimité au couple. Mais leur solitude fut de courte durée, car ils furent bientôt dérangés par un jeune homme. Solène salua Peter et le garçon avec un clin d'œil, puis elle rentra dans l'établissement. Les 2 jeunes hommes restèrent seuls. Du rose, l'aura de Peter se teinte d'amour, s'étonna Sophia. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu as vu un fantôme, lui souffla soudain quelqu'un à l'oreille. Sophia sursauta, et Calypso éclata de rire. Qui regardais-tu comme cela ? Sophia chercha de nouveau Peter et son ami des yeux, mais il s'était envolé. Personne. Impossible, répondit Calypso du tac au tac. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un garçon ? Qui est-ce ? Je ne suis pas amoureuse. Tu ne peux pas comprendre. Il t'a appelé ? Sans attendre la réponse de Sophia, Calypso enchaîna. Ne sois pas surprise, moi aussi des enfants et ados m'appellent. Tu veux qu'on reste pour l'aider ? Toi aussi ? Bah oui. Enfin, je sens quand ils ont besoin d'un peu de colère. Et tu les aides ? Oui, le plus souvent. Comment ça, le plus souvent ? Tu ne les aides pas tout le temps ? Calypso se reprit. Si, si, je voulais dire dès que je le peux. Parfois, ils sont pas faciles à aider. Sophia comprit immédiatement ce à quoi Calypso faisait allusion. D'ailleurs, je veux bien du renfort avec l'un d'eux. Tu es lié à la colère, comme moi, c'est ça ? Comment le sais-tu ? Je ne t'en ai jamais parlé. Sophia recula de 2 pas. Calypso répondit alors avec calme. Je peux percevoir des énergies similaires à la mienne, Sophia. La jeune élue se détendit. Elle s'affolait pour rien. Calypso était la seule personne avec qui elle avait interagi depuis des semaines, et elle l'avait aidée à 2 reprises déjà. Elle devait arrêter d'avoir peur, pensa-t-elle. Oui,
Bien sûr, c'est évident, répondit alors Sophia. Viens, il y a un café à 2 pas. On va prendre le petit déjeuner. Calypso prit Sophia par la main et ne la lâcha pas, lui instillant des doses de joie à son insu. À son contact, Sophia se détendit. Elle se réjouissait d'avoir trouvé une amie. Dans le café, Calypso tourna le menton de Sophia vers la serveuse. « Regarde, c'est elle. » Sophia vit alors une jeune femme de 18 ans, tout au plus. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Je ne sais pas. »« Tu sais pourquoi elle t'a appelé, enfin, pourquoi elle a besoin de colère ?»« Ah, ça, je sais. Attends un peu, tu vas comprendre. » 2 hommes entrèrent. Alors que la jeune serveuse passait, ils se serrèrent contre elle, l'un devant et l'autre derrière. « Vous n'allez pas commencer, leur dit-elle en se dégageant. Mais ils rirent tous deux. « Serre-nous 2 picons, Roger, ordonna l'un d'eux. Ils sont déjà bourrés, indiqua Calypso à Sophie. Le barman prépara les 2 bières aromatisées et les tendit à la serveuse. Dès qu'elle fut à leur hauteur, le plus grand l'attrapa par le bras. « Alors, tu t'es fait belle pour qui ? Pour moi, j'espère. N'oublie pas notre rendez-vous. » Il l'attirait maintenant complètement sur lui et ses mains s'empressaient de toucher son corps. « Laisse-moi, on n'a pas rendez-vous. » La jeune femme tenta de se dégager et appela le patron à l'aide, mais ce dernier ne bougea pas. « Il la harcèle !» s'écria Sophia qui se leva d'un bond. Les cheveux de la Sylvie virevoltaient sous l'effet de sa colère. Le harceleur l'aperçut et lâcha sa proie. « Oh, vous voulez quoi, les gamines ?» cria l'homme plus petit. « Viens, Sophia, on s'en va, dit Calypso. Voyant que Sophia défiait les 2 hommes du regard, elle ajouta tout doucement. « T'inquiète pas, et fais-moi confiance. Ils ne perdent rien pour attendre. » La serveuse adressa un sourire de remerciement à Sophia, les encaissa, et elle leur glissa sur le pas de la porte. « Méfiez-vous d'eux, ils sont dangereux, ne les provoquez pas. »« Ok, merci, répondit seulement Calypso très vite, en tirant Sophia vers la sortie. À quelques mètres du bar, les 2 filles s'arrêtèrent. « Dis donc, faut pas t'énerver, toi, tu réagis au quart de tour. »« Je déteste les harceleurs, répondit simplement Sophia, qui bien entendu s'était rappelé sa mésaventure quelques années auparavant avec un humain, mais aussi sa mission avec Chloé. « Ben, j'ai vu ça. Donc, que va-t-on faire ? Ça te dit de voir la tour Eiffel ? T'as visité Paris ? Non, je voulais dire pour la fille. Que va-t-on faire pour la fille, pour l'aider ? Insista Sophia. Ah, ça, t'inquiète pas. Elle risque rien dans la journée. On va repasser la voir ce soir à la fermeture et je m'occuperai d'eux. Comment ça ? Que vas-tu faire ? Ben, leur régler leur compte. Tu peux faire ça ? Ben oui, je suis un super-héros. Un super-héros ? Tu connais pas les super-héros ? Non, avoua Sophia qui ne comprenait pas un traître mot de ce qu'essayait de lui dire Calypso. Calypso la conduisit alors dans une librairie et lui fit découvrir les bandes dessinées des X-Men, de Wonder Woman, Spider-Man ou Superman. Sophia parcourut tous les livres que lui présenta sa nouvelle amie pendant près d'1 heure. Elle découvrit que ces humains ou ces extraterrestres dotés de pouvoirs faisaient tout ce qui était interdit aux élus. Agir directement et régler les problèmes des humains à leur place. Elle s'interrogea. Calypso se mit à sa hauteur et lui parla. « Quand on a des pouvoirs, comme toi ou moi, c'est notre boulot de protéger ceux qui sont en détresse. » Bien sûr, répondit Sophia assise dans une des allées de la librairie. Mais en agissant de la sorte, je veux dire, en punissant ceux que vous appelez les méchants, c'est une bataille sans fin, car il y aura toujours des méchants. Et on sera toujours là pour s'en occuper. Sophia doutait vraiment, et elle continua à interroger Calypso. « Et la jeune fille, sais-tu pourquoi elle t'a appelée ? Je veux dire, vraiment ? Pas à cause des 2 gars que t'as vus. En es-tu sûre ? Je veux dire, elle va pas à l'école à son âge. C'est de la colère que tu ressens dans son appel, pas de la peur des 2 hommes, non ?» Calypso s'impatientait. Elle prit alors les mains de Sophia. « Tu te poses trop de questions, Sophia. La fille, elle est juste en colère contre les 2 hommes, mais elle ose rien faire. Elle n'a pas de pouvoir, elle. Alors que toi ou moi, on en a et on peut l'aider. Tu crois pas qu'elle serait plus heureuse sans ces 2 sales types qui la harcèlent toute la journée ?» Sophia sentait de la joie lui remplir doucement le cœur. Elle n'avait pas conscience que cette sensation était artificielle et lui était instillée par Calypso. « Oui, peut-être, finit-elle par concéder. Allez, viens, on va jouer aux touristes. » Sophia hésita, elle ne s'était jamais autant éloignée de la maison de Peter, mais elle finit par accepter la proposition. L'idée de découvrir la ville la rendait joyeuse, et elle avait noté que quand elle était avec Calypso,
elle ne faisait plus de crise d'angoisse. Les deux filles passèrent la journée à visiter des monuments parisiens. Calypso emmena même Sophia au cinéma. La jeune élue était si heureuse qu'elle en oublia de poser des questions à sa nouvelle amie sur la prophétesse ou sur Xavier. Il était tard quand elles repassèrent devant le café. Elles observèrent la jeune serveuse se dépêcher de nettoyer les tables et de retourner les chaises, seule à l'intérieur. Elle jetait des regards inquiets vers la rue. « Ils ne sont pas là, nota Sophia en parlant des deux harceleurs du matin. »« L'un d'eux, si. » Calypso fit un signe de la tête à l'élu. À l'angle de la rue, un homme finissait de fumer une cigarette qu'il jeta par terre. C'était le plus grand et le plus maigre des deux. Sophia reconnut sa silhouette. « Comment savais-tu qu'il serait là ? Il lui a dit hier qu'il l'attendrait. Et il le lui a rappelé ce matin. Je l'ai entendu. »« Bon, j'y vais, ajouta Calypso. Il vaut mieux qu'elle ne s'aperçoive de rien. » Sophia observa son amie traverser la rue et rejoindre l'homme. Après quelques secondes d'échange qu'elle ne put pas entendre, il se jeta violemment sur elle. Elle voulut intervenir, mais Calypso lui cria de ne pas bouger. En effet, la jeune fille n'avait absolument pas besoin d'aide. L'agresseur atterrit contre le mur et resta sonné. Sophia accourut immédiatement. « Tu l'as tué ?»« Bien sûr que non, répondit Calypso. »« C'est fini alors ?»« Pas encore, répondit la jeune fille à la mèche rouge. » Calypso s'approcha de l'homme et lui enleva tous ses vêtements. Puis elle récupéra quelques bouteilles de bière près du conteneur pour les disposer tout autour de son corps. « Mais que fais-tu » s'alarma Sophia. La jeune fille resta silencieuse. Elle sortit son téléphone portable et filma l'homme nu comme un verre au milieu des poubelles et des bouteilles. Elle prit ensuite un papier et un stylo dans sa poche et écrivit un mot qu'elle laissa en évidence sur le tas de vêtements. « Si tu agresses ou menaces encore la serveuse ou toute autre femme, je la publierai sur les réseaux sociaux et je te préviens, ce ne sera pas la seule chose que je te ferai. » Et voilà, là c'est fini. Sophia repensa aux caricatures de Chloé, à Isabelle, Peggy et Victoire, ses harceleuses. Ce qu'avait fait Calypso était très similaire à ce qu'avait fait Chloé. Enfin, je crois, se dit-elle pleine de doute. Ce sera efficace ? Demanda-t-elle. Ah oui, j'en suis certaine, mais je repasserai demain matin pour m'en assurer. Tu veux venir avec moi ? D'accord, répondit Sophia, curieuse de vérifier que les méthodes de Calypso avaient aidé la serveuse. Il faut que je rentre, ma mère doit m'attendre, mentit Calypso. Tu as une mère ? Ah oui, bien sûr, c'est évident. Mais alors tu ne vas pas à l'école ? De nouvelles questions se bousculèrent dans la tête de Sophia. Elle s'étonna de ne pas les avoir posées avant. Elle ne connaissait rien de la jeune fille, ni des enfants des deux mondes comme elle. Je te répondrai demain, promis. Désolée, mais je dois vraiment rentrer. À demain. Calypso partit presque en courant et Sophia rentra seule chez Peter. Quelques mètres devant la maison, deux jeunes silhouettes discutaient et s'embrassaient. La jeune Silly reconnut Peter et se rendit invisible pour passer près d'eux. Ce doit être Solène, il devait aller au cinéma, se remémora-t-elle. Ce n'était cependant pas Solène que Peter embrassait, mais le jeune homme qui était avec lui le matin même. Sophia s'en rendit vite compte et elle comprit enfin la peur qui habitait son protégé. « T'es en retard ?»« Oui, je sais, désolée. On y va ?» Calypso venait de rejoindre deux filles aux cheveux méchés de bleu et de rose à l'entrée d'un bar branché de la rue des Canettes. « T'as nos friandises ?» demanda l'une des deux filles. « Oui, de quoi s'éclater toute la nuit. » Calypso leur tendit deux petites pilules qu'elles avalèrent aussitôt. Assise au bar, Calypso attendait en sirotant son cocktail et en observant ses deux copines se déchaîner sur la piste de danse. « Il est temps, » pensa-t-elle avant de se lever et d'aller les rejoindre. Aucun humain ne put la voir faire. Calypso puisait continuellement des flammes jaunâtres dans l'aura des deux humaines. Elles étaient droguées par le plaisir que leur procuraient les deux petites pilules qu'elle leur avait servies plus tôt dans la soirée. « J'ai pas le choix, il faut que je me serve. Désolée les filles. C'est pas de la meilleure qualité, mais je suis à sec là, » pensa la jeune Silly. Sa journée avec Sophia l'avait déchargée de toute la joie qu'elle avait pu emmagasiner, et il fallait qu'elle fasse le plein pour son nouveau rendez-vous avec l'élu. Dès le lendemain, les deux humaines découvriraient, horrifiées, de nouveaux cheveux blancs dans le miroir et fonceraient chez le coiffeur pour ajouter des mèches de couleur. Calypso, elle, s'en moquait, et se réjouissait même. Elle ressentait l'euphorie qu'elle puisait dans les deux humaines. Elle sentait surtout la satisfaction de voir que la mission confiée par celle que Sophia appelait la prophétesse se déroulait au mieux. Fin du chapitre 2.